La théorie des ensembles nous dit que l'ensemble vide est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble. Comment peut-on le montrer? Rappelons que l'ensemble vide est, par définition, l'ensemble qui n'a aucun élément. Techniquement, on peut dire que l'ensemble vide est l'ensemble des X, des objets X, tels que X n'est pas identique à lui-même. Étant donné qu'il n'y a aucun objet X qui satisfasse cette propriété, cela garantit que l'ensemble défini est vide. Notre théorème nous dit que l'ensemble vide est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble, c'est-à-dire est inclus dans n'importe quel ensemble. Un ensemble A est inclus dans un ensemble B, ou encore est un sous-ensemble ou une partie de B, si et seulement si tous les éléments de A sont aussi éléments de B. Le théorème à expliquer dit donc que, quel que soit l'ensemble E, l'ensemble vide est inclus dans E. Ce théorème peut paraître paradoxal si l'on se souvient de la définition de l'inclusion. En effet, il signifie que, quel que soit l'ensemble E, tous les éléments de l'ensemble vide sont aussi des éléments de E. Mais comment peut-on dire tous les éléments de l'ensemble vide, étant donné que par définition, l'ensemble vide n'a pas d'éléments? La logique va nous contraindre cependant à admettre ce théorème par un raisonnement qui va prendre la forme suivante. La première prémisse du raisonnement dit que soit la phrase ou la proposition A est vraie, soit la phrase ou la proposition B est vraie. Cette prémisse énonce ce qu'on appelle une disjonction exclusive, et l'on dit que deux propositions sont dans une relation de disjonction exclusive quand elles ne sont ni vraies en même temps, ni fausses en même temps. Ce qui fait que si l'une est vraie, l'autre est fausse, et si l'une est fausse, l'autre est vraie. La deuxième hypothèse, la deuxième prémisse plutôt, dit que dans l'hypothèse où la proposition B serait vraie, on arriverait à une contradiction. Et une contradiction est nécessairement quelque chose de faux. D'où on conclut, troisième proposition du raisonnement, que B est fausse, ce qui amène à la conclusion finale que A est vrai. Ce qui justifie le passage de 3 à 4, c'est que l'on avait initialement un soit-soit. Ayant montré que B est fausse, il s'ensuit que l'autre proposition, la proposition A, est vraie. Appliquons ce schéma de raisonnement à notre problème. Admettons d'abord que S est un ensemble quelconque. Notre deuxième prémisse sera que soit l'ensemble vide est un sous-ensemble de l'ensemble S, soit l'ensemble vide n'est pas un sous-ensemble de S. Qu'est-ce qui nous autorise à poser cette deuxième prémisse? On a affaire à deux phrases, deux propositions qui sont contradictoires. L'ensemble vide est un sous-ensemble de S et l'ensemble vide n'est pas un sous-ensemble de S. Quand deux propositions sont contradictoires, elles sont bien dans une relation de disjonction exclusive. Autrement dit, on peut dire que soit l'une est vraie, soit l'autre est vraie. Elles ne sont ni vraies en même temps, ni fausses en même temps. Maintenant, troisième étape du raisonnement, supposons que l'ensemble vide n'est pas un sous-ensemble de S. Autrement dit, supposons que le deuxième membre de notre soit-soit, de notre disjonction, est vrai. La question est de savoir quelles seraient les conséquences de cette hypothèse. Si l'ensemble vide
n'était pas un sous-ensemble de l'ensemble S, cela voudrait dire que, premièrement, il est faux que tous les éléments de l'ensemble vide sont aussi éléments de S. Alors, pourquoi a-t-on cette conséquence? On suppose que l'ensemble vide n'est pas un sous-ensemble de S. Être un sous-ensemble, ça veut dire que tous les éléments du premier sont aussi éléments du second. Mais ici on dit l'ensemble vide n'est pas un sous-ensemble. Donc la traduction de cette supposition est que, comme on a une négation, il est faux que est un sous-ensemble, tous les éléments de l'ensemble vide sont aussi éléments de S. Qu'est-ce que cette première traduction implique? Si je dis que il est faux que tous les A sont B, ça veut dire qu'il existe un objet X qui est un A et qui n'est pas un B. Donc si je dis il est faux que tous les éléments de l'ensemble vide sont aussi éléments de S, je dis aussi qu'il existe un objet X tel que X est un élément de l'ensemble vide et X n'est pas un élément de S. On a donc affaire ici à une nouvelle traduction qui fait intervenir un « et ». Et on peut rappeler que pour qu'une conjonction, c'est-à-dire une proposition avec un « et » soit vraie, il faut que les deux membres de la conjonction soient vrais. Donc, pour pouvoir dire « il existe un objet X qui est un élément de l'ensemble vide et n'est pas un élément de S », il faut pouvoir dire aussi qu'il existe un objet X qui est un élément de l'ensemble vide. Pour que ma conjonction soit vraie, il faut que les deux membres de la conjonction soient vrais et donc que le premier soit vrai. Mais un problème va apparaître ici, car si je dis il existe un objet X tel que X est un élément de l'ensemble vide, je dis que l'ensemble vide n'est pas vide. Il existe un objet X qui est un élément de l'ensemble qui n'a pas d'élément. On a bien ici une contradiction. Ainsi, notre supposition, qui consistait à dire que l'ensemble vide n'est pas un sous-ensemble de S, cette supposition nous conduit à une contradiction. Donc cette hypothèse, conduisant à quelque chose de faux, est elle-même fausse. J'en conclus, quatrième étape du raisonnement, que l'ensemble vide est un sous-ensemble de l'ensemble S. En effet, si le deuxième membre de la disjonction est faux, cela implique que le premier est vrai. On a bien affaire à une alternative. Si l'une est fausse, l'autre est vraie. Jusqu'à présent, j'ai raisonné sur un ensemble S quelconque. Étant donné que cet ensemble S est quelconque, je peux généraliser en disant que quel que soit l'ensemble E, l'ensemble vide est un sous-ensemble de E. Notre raisonnement nous a conduit à démontrer le théorème disant que l'ensemble vide est bien un sous-ensemble de n'importe quel ensemble. Appliquons ce théorème. Premier exemple, soit V un ensemble tel que V est un ensemble ayant pour éléments la lettre A et la lettre B. Il s'agit donc d'un ensemble qui a deux éléments, la lettre A et la lettre B. La question posée est de déterminer l'ensemble des parties de V, c'est-à-dire l'ensemble des sous-ensembles de V. Alors, quels seront les sous-ensembles de l'ensemble V qui formeront les éléments de l'ensemble P de V, partie de V? J'aurai comme premier élément de cet ensemble l'ensemble V lui-même, étant donné que tout ensemble est un sous-ensemble de lui-même. J'aurai comme autre élément l'ensemble qui a pour unique élément la lettre A. En effet, cet ensemble est bien un sous-ensemble de V puisque tous les éléments de cet ensemble sont aussi éléments de cet ensemble. J'aurai comme troisième sous-ensemble le singleton qui a pour unique élément la lettre B, mais je ne dois pas oublier comme dernier élément l'ensemble vide
car mon théorème me dit que l'ensemble vide est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble, et en particulier de l'ensemble V dont il est question ici. Ainsi, mon ensemble V qui a 2 éléments a 4 sous-ensembles. V, le singleton qui a A pour unique élément, le singleton qui a B pour unique élément, et pour terminer, l'ensemble vide lui-même. Autre application, déterminer l'ensemble P de l'ensemble vide, c'est-à-dire l'ensemble des parties de l'ensemble vide, ou des sous-ensembles de l'ensemble vide. On est tenté de dire que l'ensemble vide n'a pas de sous-ensemble, étant donné qu'il est vide, mais notre théorème nous dit que l'ensemble vide est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble, et donc aussi en particulier de lui-même, et par conséquent, je dois répondre que l'ensemble des parties de l'ensemble vide est l'ensemble qui a pour unique élément l'ensemble vide lui-même. En effet, l'ensemble vide a un unique sous-ensemble qui est l'ensemble vide lui-même.